On vient quand même d'avoir un show où Becky Lynch et Brock Lesnar viennent de faire leur retour. C'est quand même assez incroyable. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de SummerSlam 2021. Alors, pour remettre dans le contexte, on est à Las Vegas, on est dans un stade de 50 000 personnes. Oui, oui, 50 000 personnes, c'est assez immense, c'est assez impressionnant, il faut le dire aussi. Mais bref, allez, parlons du show. On commence par le kick-off, bien évidemment, où on retrouve Baron Corbin face à Biggie. Baron Corbin qui a volé la mallette de Biggie il y a quelques semaines. Donc ça va être un peu l'enjeu. Alors c'est pas la stipulation, c'est pas celui qui gagne récupère la mallette, mais en tout cas c'est un peu le principe, le but, on va dire quand même de ce match où finalement c'est un combat assez correct, il va pas se passer grand chose. C'est un match assez basique, il faut le dire. Je vais juste retenir le spear toujours aussi impressionnant de Biggie qui fait sa course dans le ring et qui va se projeter en dehors du ring. Toujours très très fort, toujours très très dangereux. Ça, c'est toujours très dangereux, ça me fait toujours aussi peur. Bref, Biggie va gagner ce combat, il va récupérer sa mallette. Après le combat, on va avoir des plans sur Logan Paul, qui est, je crois, à Raw ce lundi, si je me trompe pas. Assez bizarre ces plans sur Logan Paul où finalement le public va le huer à chaque fois qu'on va le voir. Tu vas avoir des plans sur Biggie où il va se faire applaudir, tu vas avoir des plans sur Logan Paul où il va se faire huer. C'est un peu marrant, mais voilà, je comprends pas l'obsession qu'a la WWE avec Logan Paul. Mais bref, en tout cas, c'était un match plutôt basique de kick-off qui a plutôt bien chauffé la foule. Le show qui va donc s'ouvrir avec AJ Styles et Omos qui défendent leur titre par équipe de Raw face à RK-Bro, Randy Orton et Matt Riddle. Match que j'attendais. Je trouve que c'est une bonne idée de le mettre en opener de ce show parce que ouais, le public est à fond derrière Riddle et Orton. Les deux vont recevoir une superbe pop. Vraiment, je suis content. Je suis vraiment content pour les deux parce que ça fonctionne pas. En tout cas, moi, ça me plaît, ça me fait rire, ça me divertit. Et je vois que le public est hyper investi aussi. Donc, je suis content. Le match est bon. Le match est bon. Mais je vais direct dire un point négatif. Il est trop court. Ce match est trop court. Vraiment, au moment où je me dis, oh, ça devient intéressant, oh, c'est cool, ça commence à s'enflammer un peu, le rythme commence à s'accélérer, le match se termine. Et c'est vrai que on va revenir, je pense, quelques fois pendant ce show sur la durée des combats, sur voilà, cette problématique du temps. Hein, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo pronostic. Mais disons que ouais, le match est bon, mais je trouve que c'est un bon match de weekly. C'est-à-dire que vraiment, t'as un feel good moment en plus parce que, bon, Orton et Riddle vont gagner ces titres par équipe, donc très très cool, vraiment le public réagit bien, ça se passe super bien. Mais ouais, je trouve ça un peu court. Randy Orton qui ne fait absolument rien du combat. Vraiment, c'est Riddle qui prend tous les coups. Et Orton, il arrive, il porte un RKO. C'est presque ça. Hein. Il porte son DDT, un RKO, Power Slam, et il gagne le combat pour son équipe. C'est AJ Styles forcément qui prend tombé. Hein. On n'affaiblit pas Homos. Mais voilà, je trouve que Orton, il n'en a pas foutu une. Mais c'était divertissant pour le coup, même si un peu court. Eva Marie fait face à Alexa Bliss. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qui ou comment ou pourquoi ce match, qui a eu l'idée en fait de ce match dans la carte principale de SummerSlam. Déjà dans le kick-off, c'était une mauvaise idée, je trouve. Je pensais vraiment que ça allait être dans le kick-off, hein, c'est ce que j'avais pronostiqué parce que j'imaginais quand même pas Eva Marie catcher à SummerSlam. Et bah si, ils l'ont fait. Et en plus, ça va durer assez longtemps. Je veux dire assez longtemps pour l'importance qu'on y apporte à ce combat. C'est-à-dire qu'on n'en a rien à faire, mais ça va durer quand même quoi, 6-7 minutes. C'est quand même assez long. Et bon, Eva Marie ne s'est toujours pas catchée. C'est-à-dire que Eva Marie n'a pas progressé, ça se voit dans ses déplacements, dans ce qu'elle fait. Bon, c'est toujours un problème. Eva Marie sur un ring et Alexa Bliss qui va toujours faire ses trucs avec Lily, hein, qui va être dans le coin du ring. Tout va se jouer sur Lily de toute façon, où finalement Eva Marie va s'en prendre à Lily et Alexa Bliss va pas être contente et va terminer ce combat. La seule chose, allez, intéressante du combat, c'est Doudrop qui va prendre le micro après le combat et qui va dire et la perdante de ce combat, Eva Marie. Voilà, ça rappelle le fait que Eva Marie, même quand c'est pas elle qui faisait gagner son équipe, elle prenait le micro et disait la gagnante du combat, Eva Marie. Voilà, elle lui retourne un peu tout cela, Doudrop. J'aurais bien aimé pour le coup que ce soit ce moment-là où Doudrop tape
voilà, passe à tabac Eva Marie devant la foule de SummerSlam. Voilà, 50 000 personnes auraient apprécié cela, je pense. Bref, on en a parlé un peu trop longtemps de ce combat. Sheamus défend son titre de champion des États-Unis face à Damien Priest. Match que j'attendais vraiment. Je voulais voir ce qu'ils pouvaient nous faire ces deux-là parce que je pense où il y avait un gros potentiel. J'ai pas été déçu, vraiment. Et pourtant, l'approche du combat, voilà, un peu bizarre, c'est-à-dire que on va vraiment jouer sur Sheamus qui va s'attaquer au dos de Damien Priest après une mauvaise chute de Priest. J'espère qu'il s'est. Enfin, je pensais vraiment sur le coup qu'il s'était vraiment fait mal. Voilà, il va faire comme d'habitude son saut à l'extérieur du ring, mais il va vraiment retomber lourdement sur le dos. Et ouais, à ce moment-là, je me dis, aïe aïe aïe, il s'est vraiment blessé. Finalement, quand on voit Sheamus qui travaille son dos derrière, on se dit, bon, ok, ça va, il le vend plutôt bien. Mais ouais, je trouve que c'est bien foutu. Sheamus est parfait, vraiment. Sheamus, il faut le dire, joue parfaitement son rôle de heel dans le combat. Il va chauffer la foule, il va vraiment les énerver et c'est ce qu'il faut faire. Vraiment, il joue bien bien son rôle de heel. Il faut le dire quand le heel est bon. Et là, franchement, il est excellent, Sheamus. J'ai bien aimé forcément le comeback d'un Damien Priest à la fin du combat. J'ai bien aimé cette fin de combat qui va s'enflammer avec un Damien Priest qui va réussir à enlever le masque de Sheamus et qui va l'enchaîner vraiment. Il va lui enchaîner toutes ses prises, plein de kicks dans la tête et qui va finalement remporter ce combat. Donc Damien Priest est le nouveau champion des États-Unis. Voilà, c'était pas un match incroyable, mais c'était un bon match de mid-card. Je trouve que ça rend bien service à Damien Priest de gagner ce type de combat. Alors bien évidemment, on joue sur le fait que Sheamus a perdu son masque, blablabla, mais on s'en fiche. En tout cas, c'était un bon combat de mid-card et public. Était pas forcément dedans au tout début du combat, c'est un peu endormi, mais finalement c'est bien réveillé sur la fin et c'est le principal. Les Usos défendent leur titre de champion par équipe de SmackDown face au Mysterio, match qu'on a vu, revu. Hein. C'est vraiment un match qu'on voit assez souvent du côté de SmackDown, que ce soit des 1 contre 1, des 2 contre 2. Bref, j'attendais quand même beaucoup de ce match parce que on parle quand même des Mysterio et des Usos, c'est quand même sur le papier on va dire de très bonnes équipes. Et c'était pas mal, c'était vraiment pas mal, mais j'ai envie de dire match plutôt classique là aussi, et j'ai presque envie de retenir qu'une seule chose, c'est la performance de Rey Mysterio. La performance de Rey Mysterio, on en parle de temps en temps, mais Rey Mysterio, il a quoi? Il a 45 ans passés, 46 ans, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, il a la quarantaine passée, ça c'est sûr et certain. Et ce qu'il est capable de te sortir dans ce combat quand il fait ses comebacks, quand il voltige encore dans tous les sens, quand il accélère encore. Et oui, parce que je parle vraiment d'accélération, je parle vraiment d'accélération de rythme, où vraiment il va courir partout pour s'en prendre à Jay et Jey Uso, parce que Dominique va pas être vraiment mis en valeur dans ce combat. Dominique est très en retrait, va vraiment être souvent en dehors du ring, va souvent être exténué, fatigué, et donc voilà, va pas vraiment servir à grand chose dans ce combat. J'ai d'ailleurs peut-être crier sur Dominique pendant ce combat en me disant bon, Dominique, il serait temps de se réveiller. Mais bref, vraiment, Rey Mysterio, grosse performance. C'est toujours un plaisir de le voir catcher après toutes ces années. C'est ça qui est fou. Finalement, les Usos qui vont profiter du fait que Dominique Mysterio n'est pas au niveau dans ce combat et va finalement remporter, conserver leur titre. Voilà, les Usos. Voilà, on ne sait pas trop qui va se passer entre Dominique et Rey. J'espère pas de split, hein. J'espère pas que les deux vont se séparer pour le moment, mais peut-être des explications entre les deux, mais voilà, peut-être pas un split directement. Bon, le moment un peu polémique du show qui a fait énormément parler. Bianca Belair qui devait affronter Sasha Banks n'affrontera pas Sasha Banks parce que Sasha Banks n'est pas là. Alors ça fait quelques jours maintenant qu'on se doute que Sasha Banks ne sera pas là. Il y a beaucoup de rumeurs sur le fait qu'elle n'est pas là. Et voilà, on ne sait toujours pas pourquoi. J'espère que c'est rien de grave, j'espère que c'est pas par rapport à de la santé ou quoi que ce soit. Vraiment, j'espère pas, parce que c'est vrai qu'on n'a aucune nouvelle. Et pour le coup, ça m'inquiète un peu quand même. Et donc, on nous annonce qu'elle va affronter finalement Carmella. Donc, le coup de clim pour tout le monde, c'est-à-dire que le public vraiment le public en a rien à faire et c'est normal. C'est plutôt bien joué de la part de la WWE vu ce qu'ils vont nous apporter par la suite. Une Bianca Belair qui va prendre le micro, qui va dire putain, mais je t'ai battu plein de fois. Ok, je t'ai battu plein de fois, mais allez, on remet le couvert, je vais te battre, je vais te passer à tabac cette fois-ci. Et au moment où le match va débuter, musique de Becky Lynch. J'avoue que j'ai sauté de mon canapé, clairement, j'ai vraiment sauté de mon canapé, j'étais debout, j'étais trop content. Vraiment, j'étais trop heureux de revoir Becky Lynch, d'entendre sa musique d'entrée, ce qu'on entend dès le début, j'ai tout de suite compris. D'habitude, je mets un peu de temps à comprendre. Ça, je suis un peu lent hein, pour les retours, pour ce type de retour, j'ai du mal. Mais là, non, j'ai tout de suite compris.
Et finalement, Becky Lynch qui va arriver, qui va jarter du ring tout simplement Carmella, et qui va proposer à Bianca Belair match de championnat. Allez, je prends la place de Sasha Banks, on fait cela. Et c'est à ce moment-là que je sens la douille arriver. Alors, je la sentais pas à ce point-là, pour être honnête, mais je sens que ça va causer quelques problèmes. Le match débute, ça dure quoi 10 secondes, Becky Lynch porte une prise, fait le tomber, 1, 2, 3. Becky Lynch, nouvelle championne de SmackDown. Voilà. Et là, c'est comment gâcher un retour. Je ne sais pas si le retour est raté, je ne sais pas si je pourrais aller jusque-là, mais il est gâché. Ça, c'est sûr et certain. Parce que Becky Lynch, tu as l'impression qu'elle a même une attitude de heel à un moment donné. Donc tu te demandes si elle n'est pas arrivée en heel, ce qui est assez bizarre quand même de faire revenir Becky Lynch pour qu'elle soit heel. Mais bref, ça, on en reparlera au prochain SmackDown. Et surtout, tu as construit depuis des mois Bianca Belair qui, sur le papier, c'est intéressant, mais tu ne savais pas si ça allait marcher, Bianca Belair. Tu ne sais jamais, tu ne peux jamais prévoir comment le public va réagir. Et finalement, tu as réussi. Le public est à fond derrière Bianca Belair. Le public réagit vraiment beaucoup à Bianca Belair. Et tu fais ça. Et vraiment, j'ai fait le parallèle avec Kofi Kingston, c'est-à-dire Kofi Kingston qui est champion depuis des mois et qui perd en quelques secondes face à Brock Lesnar, face à un top guy de la compagnie. Et là, ça me fait penser vraiment à la même chose. Bianca Belair qui est championne depuis des mois, qui est dans une bonne construction, qui perd face à une top femme de la compagnie. Et voilà, et là, ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve. Et encore une fois, je suis le plus grand fan de Becky Lynch, mais ça m'énerve de voir cela. On va voir comment ils vont faire à SmackDown, comment ils vont réussir à faire en sorte que Becky Lynch en sorte grandit, non, mais en tout cas ne se fasse pas huer. Ou alors, je sais pas si c'est le but, et surtout comment Bianca Belair va s'en sortir de cette histoire. Mais je sens que ça craint quand même beaucoup, et j'avoue qu'à partir de ce moment-là, il y a un truc qui s'est cassé lors de ce show. Jinder Mahal face à Drew McIntyre. Je vais être tout à fait honnête, je crois que je suis allé aux toilettes pendant ce combat. Voilà, je suis honnête avec vous, j'ai pas revu le combat depuis, parce que c'était assez court. Et ça, c'est une bonne chose, pour le coup, de faire un Drew McIntyre, Jinder Mahal assez court. Le public en avait pas grand chose à faire non plus. Alors, ils vont un peu popper pour Drew McIntyre, mais franchement, c'est pas incroyable non plus. Mais vraiment, la bonne nouvelle de ce combat, c'est que c'est court, parce que sinon, de ce que j'ai vu, je dis bien de ce que j'ai vu, bien évidemment, c'était pas terrible du tout. Et en même temps, on le savait, Jinder Mahal sur le ring en 2021, ce n'est plus possible. En tout cas, à ce niveau-là, voilà, face à des Drew McIntyre, dans des pay-per-view tels que SummerSlam, ce n'est pas possible. Bref, Drew McIntyre va gagner ce combat assez rapidement, mais avec une fin de match un après-match plutôt, avec Shanky et Veer qui vont finalement arriver et tout. Je me demande s'il n'y aura pas une suite entre ces deux-là, et ça, j'ai pas envie de voir ça. Donc on verra bien. Nikki H défend son titre féminin de championne d'Euro face à Rhea Ripley et Charlotte Flair. Rhea Ripley qui reçoit la meilleure réaction du public, ça j'étais très content. Charlotte Flair a toujours une réaction, mais c'est Charlotte Flair. J'ai même pas envie de la compter parce qu'avec les Woo, voilà, enfin, je veux dire c'est Charlotte Flair, donc c'est même pas du jeu de la comparer avec les autres. En tout cas, elle reçoit une meilleure réaction Rhea Ripley que Nikki H. C'est un peu partagé Nikki H. Tu vois que t'as beaucoup d'hommes qui sont en mode oh non c'est nul, Ikibu. Mais t'as beaucoup d'enfants et de femmes qui sont très contents de voir Nikki H. Donc voilà, c'est toujours très partagé. Fallait s'en douter, on a SummerSlam, public de plutôt connaisseurs. Et voilà, les hommes, on les connaît, les hommes qui connaissent le catch depuis un moment, n'aiment pas trop ce type de gimmick, assez gnangnan, assez niais. Donc voilà, c'est pas leur truc. Sinon, le combat était vraiment bon. Vraiment, j'ai pris du plaisir devant ce combat. Il y a des bonnes phases en 1 contre 1, en 2 contre 1, surtout parce que Nikki H et Rhea Ripley vont souvent faire équipe pour affronter Charlotte, qui est assez surpuissante et assez incroyable dans ce combat. Voilà, comme d'habitude, j'ai envie de dire, Charlotte Flair brille. En fait, c'est toujours la même chose avec Charlotte Flair. Elle est décriée, elle est décriée. Moi, le premier, je la décris, je suis très critique envers Charlotte Flair par rapport à son booking qui est un peu abusé, un peu abusif. Mais à chaque fois qu'il y a le combat, à chaque fois qu'il y a un 1 contre 1 ou même des matchs à plusieurs, qui sait qui ressort du lot? Charlotte Flair. Voilà, il n'y a rien à dire. De toute façon, voilà, elle est juste trop forte et faut juste s'incliner devant la Queen. Mais vraiment, c'était un beau combat. Je trouve que ça se passe plutôt bien. Nikki H peut-être un peu plus en retrait, j'ai envie de dire. Mais vraiment, c'est Charlotte Flair qui brille. Et finalement, Charlotte Flair qui va remporter ce combat en faisant abandonner Nikki H. Assez surprenant, je pensais pas qu'on allait en arriver là.
Moi, je voyais une victoire de Nikki H pour consolider son règne de championne. Mais non, on repart sur un énième règne de championne de Charlotte Flair. Je crois que c'est le 15e. Oui, oui, 15e. Alors qu'elle est là depuis quoi? 2014, 2015. Donc ça fait 6-7 ans. On est déjà à 15. Ouais. Donc on peut vite arriver à 30. C'est du grand n'importe quoi. Mais j'ai presque envie de dire, et bah du coup, maintenant qu'elle a le titre, Charlotte, bah faites-lui enfin un bon règne. Voilà, faites-lui enfin un long règne et bon règne. Voilà, comme ça au moins, ce sera une bonne chose de faite. Pas un changement de titre d'ici une semaine. Voilà, faites-lui un bon règne. Ce sera au moins ça de gagner. L'un des matchs que j'attendais le plus de la soirée, Seth Rollins fait face à Edge. Edge qui va avoir une entrée assez formidable avec cette musique de The Brood, avec aussi des références justement à The Brood, avec beaucoup de flammes, de fumée, sa tenue. Bref, j'ai trouvé ça ouf hein, avec les lunettes. Voilà, c'était trop bien. Vraiment, c'était trop cool ces petites refs avec bien évidemment au milieu de l'entrée, on remet quand même sa musique d'entrée actuelle. Ouais, j'ai trouvé ça trop bien. Le public vraiment a adoré et le match était excellent. C'est le meilleur match de la soirée pour moi. Je pense qu'on sera assez unanime là-dessus pour dire que c'est le meilleur match de la soirée. Vous me dites ce que vous en pensez, bien évidemment. Mais il y a tout. Il y a vraiment tout dans ce combat. Il y a du storytelling parce que forcément, on va revenir sur le fait que Edge était blessé à la nuque. Donc vraiment, Rollins va s'attaquer vraiment comme un bon vieux salopard. Hein, désolé du terme, mais à la nuque de Edge pendant tout le combat. Vraiment, il va faire que ça. Et c'est plutôt bien joué, bien évidemment. Hein, parce que je pense que peu importe qui on est, je pense qu'on a tous eu peur, hein, comme d'habitude pour la nuque de Edge. On a tous peur pour la nuque de Edge. Donc à chaque fois qu'il y a un headbreaker, à chaque fois qu'il y a des grosses chutes sur la nuque de Edge, on a peur. Donc c'est plutôt bien joué et on a surtout du bon catch. Vraiment, on a du très bon catch entre ces deux-là. Vraiment, je suis très content de voir Edge à ce niveau-là. Quand il était revenu, on avait tous des doutes. J'ai plus de doute. J'ai vraiment plus aucun doute sur ce qu'est capable de faire Edge sur un ring en 2021. Il peut vraiment encore faire de très belles choses en termes de storytelling, en termes comme d'habitude d'expression faciale, mais ça c'est voilà, c'est du classique Edge et vraiment en termes de cardio, de physique, il est encore au niveau. Donc ça donne vraiment un excellent combat que je vous recommande. Vraiment, c'était super. Euh, le match qui va se terminer sur un Edge qui va vraiment péter un câble, qui va laisser ce darkness, hein, la noirceur qu'il y a en lui. On en a beaucoup parlé sur l'avant-match, sur cette noirceur de Edge qui doit le faire gagner, entre guillemets, et qui là va le faire gagner. C'est-à-dire qu'il va vraiment être très violent auprès de Seth Rollins, il va lui claquer la tête contre le sol, et il va le faire abandonner surtout. On n'est pas sur une victoire 1-2-3 sur un spear, non, on est sur un abandon de Seth Rollins, donc j'ai trouvé ça très bien. Gros match, vraiment, c'était du gros kiff. Bobby Lashley défend son titre de champion de la WWE face à Papy Goldberg, ou non, Papa Goldberg plutôt. Que peut-on dire de ce combat? Je n'ai absolument rien compris à ce qu'ils ont voulu faire. Déjà parce que on est parti sur un faux rythme, donc assez inhabituel pour un match de Goldberg, c'est-à-dire que vraiment il n'y a pas trop de rythme. Alors j'aime pas les matchs de Goldberg, mais au moins tu as des spears directement et ça s'enchaîne, et au moins c'est court. Là pour le coup ça va durer plus de 5 minutes, je crois que c'est le match le plus long de Goldberg depuis 2016, ça veut quand même dire beaucoup de choses, mais c'est pas terrible. Goldberg est à de nombreuses reprises très dangereux, hein. Il fait deux projections où il a deux doigts de casser la nuque de Bobby Lashley. Vraiment, il a plus de force. Alors ok, t'as l'impression que visuellement il a des forces, qu'il est en bonne shape, mais non, il a plus de force. Il peut pas soulever Bobby Lashley et ça se voit. Et c'est problématique, je trouve. Et cette fin de match, où finalement Goldberg est blessé. Alors, pas pour de vrai, mais en tout cas on nous vend un Goldberg blessé. Et le match va s'arrêter. Voilà, c'est-à-dire que le match n'a pas vraiment de fin. Si, on nous dit que Bobby Lashley est vainqueur parce que Goldberg est blessé, mais ça se termine là-dessus, avec le fils de Goldberg qui va sauter sur Bobby Lashley et qui va surtout se faire détruire par Bobby Lashley. Voilà. Et Bobby Lashley qui va se faire applaudir. C'est ça qui est plus fort, c'est-à-dire que Lashley détruit un père de famille, Lashley détruit un enfant, mais c'est lui qui se fait applaudir parce que les gens en ont rien à faire de Goldberg, en ont marre de Goldberg. Bref, j'ai pas trop compris tout ce qui se passait, franchement, sur le moment présent. Je comprends toujours pas, d'ailleurs, avec un peu de recul. C'était pas hyper mauvais. J'ai juste eu peur pour la vie de Bobby Lashley parce que vraiment, Goldberg a été dangereux. Mais j'étais un peu diverti, j'ai trouvé ça fun. En fait, j'avoue que j'ai trouvé ça fun le moment où le fils de Goldberg arrive sur le ring et se fait détruire par Lashley. J'avoue que j'ai trouvé ça marrant.
Mais voilà, en tout cas, j'ai l'impression que ça va durer. J'ai l'impression qu'il va y avoir un autre match entre ces deux-là. Et ça me fait peur. J'en ai pas forcément très envie. Le main event, l'un des matchs les plus attendus de l'année. Je pense que on peut le dire, hein, que clairement Reigns contre Cena est l'un des matchs les plus attendus de l'année, en tout cas de mon côté. Alors, si je dois être sincère, quand on voit les 10-12 premières minutes, je me dis, oh là 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 là, on est reparti sur un Reigns qui va ultra dominer, qui va finalement avoir un petit moment de un peu trop d'arrogance et qui va finalement se faire avoir par un Cena qui va revenir dans le combat. Voilà, je me dis, on est reparti sur cela et vous savez maintenant que je n'aime pas trop cela. C'est un processus qu'ils ont déjà fait avec euh, Owens, avec Bryan, ils l'ont même fait avec Edge. Et avec Edge, ça m'a plus dérangé parce qu'on parlait de Edge et ça me saoulait de voir Edge se faire dominer pendant 15 minutes. Heureusement, ça ne dure que 10 minutes et ensuite, c'est du pur plaisir. Vraiment, c'est du pur plaisir parce que de un, le public est électrique, le public est à fond. Vraiment, le public, on est quand même au bout de 3 heures de show, je sais plus exactement 4 heures de show même. Vraiment, c'était interminable. Mais le public est encore à fond, le public est encore investi derrière Cena et ça c'est très très fort, ça prouve encore une fois l'attachement qu'a le public envers John Cena et surtout sur le ring c'est pas mal. Alors encore une fois c'est pas incroyable, il n'y a pas de nouveauté sur le ring, mais Cena bouge bien, Cena fait bien les moves, Cena vend bien, bon, Cena vend toujours plutôt bien, mais ça matche bien entre ces deux-là. Ils n'ont pas besoin de faire grand-chose en fait pour réagir la foule et c'est ce qui fait aussi les grands matchs. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé toujours de faire d'énormes choses. Bah, juste, tu as deux énormes stars que sont John Cena et Reigns qui font réagir les foules. Ils peuvent lever juste une main comme fait Roman Reigns, ça va faire réagir les foules. John Cena peut juste mettre un coup de poing, ça va faire réagir la foule. Bref, c'est du pur bonheur. Vraiment, cette deuxième partie de combat, je kiffe. Vraiment, j'aime trop ça. Avec toujours ce truc de est-ce que Cena peut remporter ce combat. J'avoue qu'à un moment donné, quand il porte son attitude adjustment pardon, du haut du coin du ring, je j'ai une partie de moi qui pense qu'il a gagné. Vraiment, j'ai une partie de moi qui pense qu'il a gagné. Finalement, Reigns se relève à 2,99. Assez incroyable. Vraiment, ils nous ont eu sur ce combat. J'ai un point négatif. C'est la fin de match où je trouve que ce n'est pas cohérent. On a un Cena qui va être presque être arrogant sur cette fin de match. Il va essayer de porter le spear de Roman Reigns, c'est-à-dire qu'il va faire son ouh, je vais pas vous faire ce cri hein, parce que ça va être assez gênant. En tout cas, le cri de Roman Reigns et il va partir sur un spear et je crois qu'il va lui dire quelque chose de je veux t'embarrasser, voilà, jusqu'au bout. Et je trouve que ça colle pas avec la storyline du Cena qui dit tu feras une erreur, je te bats. Tu n'es pas parfait, je te bats. Et là justement c'est Cena qui n'est pas parfait, c'est Cena qui fait preuve d'arrogance et qui va se faire piéger par Roman Reigns, qui va battre John Cena. Voilà, j'ai trouvé cette fin de match un peu dommage et pas forcément cohérente avec ce qui s'est passé dans la storyline. Bref, voilà, ça se termine là-dessus, moi je suis content, on a eu un bon match. Ça aurait été cool si Cena gagnait ce titre, mais je m'en fiche, on a eu un bon combat. Et là, musique de Brock Lesnar. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? J'avais des frissons, j'étais comme un fou. Et pourtant, encore une fois, je suis pas le plus grand fan de Brock Lesnar, vraiment pas. Mais quand j'ai entendu la musique, quand j'ai repensé directement à tous les affrontements qu'ont eu Reigns et Brock Lesnar, quand j'ai pensé à Paul Heyman, qui va être un pion essentiel dans cette possible feud entre les deux, oh, j'étais comme un fou. Et Lesnar qui va arriver et Reigns qui va avoir peur. Reigns qui va vraiment s'en aller. Un Lesnar new look avec vraiment un look de viking. J'ai adoré son look. Il a l'air dans une shape aussi assez folle. Il a l'air très 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 affûté, Brock Lesnar. Bref, j'ai vraiment adoré ce moment. C'était quelque chose de puissant. Je m'attendais vraiment pas à voir Brock Lesnar sur ce show et à le voir débarquer comme ça en fin de show. Bref, c'était vraiment un super moment. Bilan de ce SummerSlam 2021. Il y a deux parties. Je trouve que le show part plutôt bien, vraiment. Il y a un gros ventre mou, vraiment. C'est un bordel avec le retour de Becky Lynch, tout ça, qui cause vraiment un bordel. J'en ai pas parlé, mais on a tout un segment avec John Morrison, Miz et finalement Xavier Woods qui va l'arroser, enfin qui va les arroser. Pas compris pourquoi ça a pris autant de temps. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire ce segment de 10 minutes? Et t'as la deuxième partie de show où je trouve t'as Edge, Cena, enfin Rollins et Roman Reigns, où là t'as vraiment les grosses affiches, t'as vraiment les rois de la WWE du moment.
Et là, ça envoie du lourd. Et là, vraiment, ça fait rêver, ça fait plaisir. Tu prends vraiment ta dose de bonheur, tu la prends vraiment en pleine face lors de ces deux main events. J'en ai pas parlé, mais on a eu aussi un petit hommage aux deux médaillés d'or olympiques voilà, des États-Unis, hein, deux médaillés d'or de lutte, avec l'un, donc je n'ai plus son nom, vraiment, je suis nul à chier, j'ai perdu son nom, mais qui est très intéressé pour venir à la WWE, donc j'allais dire c'est un nom à retenir, je l'ai même pas retenu, donc bravo. Mais en tout cas, voilà, c'est possible qu'on le revoie d'ici quelques temps à la WWE. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce show. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Salut, salut.